والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullah. Je remercie l'association de m'accueillir pour cette intervention. C'est très symbolique en fait pour moi parce que c'est la première intervention concernant mon livre. Le livre est sorti fin d'année 2020. À part une radio, donc j'ai fait France Maghreb 2, une émission, avec l'émission de Fawzi le jeudi soir. J'ai été intervenu, mais j'ai travaillé en fait à France Maghreb 2, j'avais une émission qui s'appelait Parler Lecture où je recevais des auteurs et je parlais des lectures tous les mercredis, j'enregistrais et l'émission passait le jeudi dans la journée. Donc je suis très content en fait que ce soit ce cadre-là qui m'accueille, voilà, avec ce contexte et des gens comme vous, ça me fait extrêmement plaisir. Et je remercie particulièrement Faisal qui m'a contacté, à la fin de l'année dernière pour me proposer ça, et puis Abdelaziz que je connais depuis de très nombreuses années. Donc vraiment merci beaucoup. Alors on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous peut-être vous ne connaissez pas. Comme ça, très rapidement, qui ne connaît pas du tout et n'avait jamais entendu parler de la lecture rapide? Levez la main s'il vous plaît. Ah, c'est bien déjà, c'est-à-dire que, alhamdoulilah, la majorité, vous connaissez. Ah, d'accord. Et donc, on m'a demandé de rédiger un livre sur le sujet. Alors, ce qui m'intéresse, c'est bien entendu de vous présenter le bouquin. Et ce n'est pas spécifiquement de la publicité pour que vous puissiez acheter le livre, parce que je ne suis pas dans une démarche de promotion économique. Même si le livre, il peut apporter énormément de choses. Et je n'ai pas non plus aussi, je n'ai pas l'intention de convaincre qui que ce soit du bien fondé que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des gens qui aiment bien la polémique. Et la polémique, moi, ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats que nous arrivons à obtenir avec cette méthode-là, qui va avec des enfants qui ont 9-10 ans, pour les plus jeunes qu'on a eu. C'était en Algérie, j'avais donné une formation en Algérie avant l'épisode de la Covid. Et je devais aller au Maroc, à Dubaï, etc. pour donner, mais ça a été annulé. Et des gens qu'on a, qui sont aussi à la retraite, donc 70 ans, 77 ans, qui arrivent à obtenir des bons résultats. Donc après, les gens qui me disent « oui, mais ça ne marche pas », c'est pas... On pourra en discuter, mais pas dans ce cadre-là. Ce qui m'intéresse, c'est vous présenter les choses. Et avant la fin de l'intervention aussi, c'est de vous donner quelques petites choses à appliquer pour que vous puissiez en repartir avec du concret et pas simplement des éléments théoriques ou de vous dire achetez le livre et tout est dedans. Vous indiquez 2-3 choses très rapidement que vous pourrez utiliser à la sortie de cette conférence. D'accord ? Alors, cette conférence, elle est destinée à tout lecteur qui veut lire plus vite. D'accord ? Et surtout, lire mieux, avec une lecture de qualité. Surtout dans une époque qui est la nôtre, Abdelaziz l'a rappelé, les écrans, le numérique, l'infobésité, la rapidité des choses, etc. Donc on est dans un contexte historique qui est très particulier. On est dans un moment de l'histoire, ces choses-là auxquelles nous assistons n'ont jamais existé. Pourtant, les méthodes de lecture que nous utilisons, elles sont les mêmes depuis des siècles et des siècles. Donc on a un matériel scientifique, culturel, une foison de livres, de références, etc. Mais nous n'avons pas modifié nos méthodes d'acquisition, notamment de la lecture et de la mémorisation aussi, parce que c'est lié. Donc toutes les personnes qui veulent lire plus vite et mieux, vous êtes à la bonne place. Et aussi, je m'adresse aux personnes qui pensent savoir lire. Mais qui n'obtiennent pas de bons résultats. Penser savoir lire, mais que ça ne se traduit pas par quelque chose de concret dans sa vie, c'est-à-dire dans son travail, dans ses études, à la maison, quand on a envie de lire un livre, c'est qu'au final, on peut se poser la question, est-ce qu'on sait véritablement lire? D'accord? Et enfin, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent passer à un autre niveau d'efficacité? Si la réponse est oui, eh bien, on va vous donner des éléments pour parvenir justement à être plus efficace, voire à être efficient. Vous connaissez la différence entre l'efficacité et l'efficience? Non? C'est quoi l'efficacité? C'est comme dans les westerns, le truc qui tourne là-dessus. C'est quoi l'efficacité?
sans regarder sur Wikipédia ou sur le téléphone, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, atteindre le résultat escompté. Et l'efficience dans ce cas-là, ce serait quoi la différence avec l'efficacité? Plus rapidement, mais surtout à moindre coût, à moindre énergie. Le même résultat, voire mieux, mais avec moins d'énergie. C'est ça la différence entre l'efficience et l'efficacité. C'est pour ça que l'autre nom qu'on donne à la lecture rapide aussi, c'est la lecture. Lecture rapide, c'est un terme marketing. Parce que comme on est dans un monde qui va vite, quand on dit aux gens tu vas lire plus vite, tu vas gagner du temps, ben ça attire les gens. Mais en réalité, le mot que nous on utilise dans le domaine, on appelle ça la lecture efficace et efficiente. D'accord ? Un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de vous montrer comment la lecture rapide, c'est une méthode qui est plus efficace que ce qu'on appelle la lecture classique. Alors quand je vais parler de lecture classique, c'est la lecture qu'on apprend à l'école. D'accord ? Quand je dis lecture classique, c'est ce qu'on a appris à l'école et ce que fait la majorité des gens. Et quand je parle de lecture efficace ou lecture rapide, c'est cette lecture-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Et un deuxième élément qui me paraît très important aussi, qui est un de mes objectifs à travers le livre et à travers cette présentation, c'est en quoi le système, alors sans être bien entendu ni complotiste, ni critique dans le sens négatif du terme, mais de montrer comment le système, inévitablement, il produit des clones. Des clones, vous savez ce que c'est qu'un clone? D'accord? Un clone, c'est quoi? C'est des copies. C'est tout le monde fait la même chose, tout le monde pense la même chose, tout le monde réagit de la même manière. Mais on est tous des êtres humains avec une identité. Et c'est pour ça que la lecture rapide, elle va introduire une perturbation chez la personne qui va l'obliger à aller chercher dans son identité de lecteur. C'est si vous voulez, c'est un des concepts qui est fort dans le bouquin, que moi je trouve fort, après chacun il lit un petit peu comme il aura envie, hein. Mais c'est justement cette identité de lecteur. Et qu'est-ce qui perturbe les gens? C'est quand on leur dit, jusqu'à maintenant tu as lu comme tout le monde, mais quand est-ce que tu vas lire avec ta propre personnalité? Quand est-ce que tu vas lire avec ce don que Dieu t'a donné et qui fait qu'il n'y a que toi, tu es comme ça? Qu'est-ce que tu en fais de ça dans ta lecture? Et c'est pour ça qu'on s'ennuie, pour ça qu'on rêve, c'est pour ça qu'on se déconcentre. Parce qu'on ne va pas chercher dans son identité, ou dans plutôt, je vais corriger un peu l'expression, dans ses identités de lecteur. On va en parler. Comme ça, vous ne serez plus des clones. Comme dans l'attaque des clones. Vous l'avez vu l'attaque des clones dans Star Wars, non? Non. Et peu importe le niveau actuel que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on fait de la lecture rapide. D'ailleurs, je parle de lecture rapide depuis tout à l'heure, mais vous savez concrètement ce que ça donne la lecture rapide en termes de temps et de quantité de pages ou pas? Par exemple, un lecteur rapide, il lit quoi en combien de temps? Je vous écoute. 100 pages en combien? Il n'y a pas vraiment de... Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Et on le mesure en fait. C'est-à-dire qu'on donne une quantité, un livre, 150, 200 pages, 400 pages. On donne un temps. Il y en a qui vont lire 200 pages en une demi-heure, il y en a qui vont mettre 1 heure, il y en a qui vont mettre 1h30. Et on va tester qu'est-ce qui reste dans la tête de la personne. Parce que ça, c'est aussi une chose qui est importante. Il y en a qui me disent « je lis, mais je ne retiens pas ». Est-ce qu'on peut appeler ça de la lecture? Ah non, ça n'a pas de sens. Lire, c'est nécessairement retenir et comprendre. Retenir et comprendre. Si je ne retiens pas, je ne comprends pas, ce n'est pas vraiment de la lecture. Quand j'arrive à extraire des mots et à les vocaliser, c'est-à-dire les dire avec ma bouche sans avoir rien retenu et rien compris, comment ça s'appelle? Comment? Ça, c'est le résultat. Mais comment ça s'appelle? Tout simplement, quand tu lis des inscriptions, tu ne comprends pas. C'est comme de la phonétique, c'est du déchiffrage. C'est du déchiffrage. Si tu sais lire l'alphabet latin, que toutes les langues latines, tu peux déchiffrer quelques mots, mais ce n'est pas pour ça que tu vas comprendre. D'accord? Donc pour les personnes qui veulent aller plus loin, il faut juste avoir le niveau minimum et savoir lire pour
augmenter, ou plutôt, on va dire, c'est plutôt en vérité la réalité du fond, c'est corriger en fait la lecture qu'on a apprise à l'école. Et ce n'est pas des méthodes compliquées, puisque je vous disais que même les enfants arrivent très bien à des bons résultats. Pour preuve, j'ai donné une formation à Lyon le mois de décembre 2019. On a donné, alors j'ai fait le niveau 1 le samedi et le niveau 2 le dimanche. D'accord? Donc il y a une fille, elle est venue, classe de 5e, donc elle a 12 ans. Elle a appris la lecture rapide, elle ne connaissait pas le samedi matin à 9 h. Le lendemain, elle a lu un livre de 200 pages. En 55 minutes, elle a eu 100% de bonnes réponses aux questions. Et ce n'est pas des questions, ce n'est pas des QCM. Ce n'est pas oui ou non. C'est quel personnage a fait telle chose, qui a dit ceci, comment il était habillé, où s'est passée telle scène, etc. du livre. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner beaucoup, si vous aimez les exemples pour vous motiver. Donc, vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne la lecture grâce aux explications que je vais vous donner à partir du livre. Accélérer votre lecture grâce à des éléments que je vais vous donner en fin de conférence. Et ce qui est important, c'est ce qui va rester de vos lectures. D'ailleurs, j'ai une question. Plus le temps il a passé pour vous et que vous avez un certain âge, et plus je vous demande d'aller dans votre passé. De tous les livres que vous avez lus, qu'est-ce qui vous reste en fait aujourd'hui en termes de quantité, d'informations, de connaissances? Qu'est-ce qui vous reste? Pas grand-chose, des bribes. Il reste des bribes souvent, ouais. Il reste des bribes. Et ces bribes, combien de temps vous... Comment? Des citations, des choses comme ça. Voilà, c'est ça, des temps forts, des citations, quelques passages. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que ces bribes, et en fait, c'est les mêmes qu'on retrouve dans la 4e de couverture. La 4e de couverture, c'est ce qu'il y a derrière. Dans ce cas-là, il ne faut pas lire le livre. Tu apprends la 4e de couverture par cœur, tu ne te prends pas la tête, tu vas à la FNAC, tu la prends en photo, tu la prends par cœur, et ces bribes-là, ils vont rester encore. Mais alors que les livres, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Les livres sont remplis de sciences, de connaissances, de savoir. Et donc, c'est dommage, en fait, de passer à côté de tout ce savoir et toutes ces connaissances. Et tout ça aussi, c'est une question aussi de plaisir. C'est-à-dire que lire, ça doit devenir, ou ça doit être, normalement, un moment de plaisir. Je vous pose la question, est-ce que pour tout le monde dans la salle, à chaque fois que vous lisez quelque chose, c'est un moment de plaisir? Ça dépend. Ça dépend, oui, bien sûr. Donc si on dit ça dépend, c'est qu'il y a des moments oui, des moments non. Ok? Et il y en a pour qui c'est pas du tout du plaisir, quasiment jamais. Et il y en a d'autres, des fois oui, des fois non. Peut-être à la maison oui, au travail non, parce que c'est plus de l'écrit fonctionnel, c'est plus des choses terre à terre, où on ne va pas rêver, ça va nous faire voyager ni transporter. Donc la notion de plaisir, elle est très importante dans la lecture, de manière globale et même en lecture rapide aussi. Alors, bon, j'avais mis des éléments de ma biographie, je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse de savoir des choses sur moi ou pas? Mon métier, est-ce que vous savez c'est quoi mon métier de base? Professeur des écoles? Non, je suis informaticien à la base. Mais je ne l'ai pas mis, je l'ai fait exprès toujours pour piéger les gens, parce que j'aime bien piéger les gens. Sinon après, tu n'as rien à dire. Enfin, ah ouais. J'étais informaticien, à l'époque du bug de l'an 2000. Vous vous rappelez du bug de l'an 2000? Paco Rabanne, il a dit que Mir, elle allait tomber sur la Terre, qu'on allait tous être rasés, tout ça. Donc j'ai fait ça, après j'ai refait des études d'histoire pour passer le concours de professeur. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert la lecture rapide, en fait. Pour ceux qui ont déjà passé des concours de professeur, vous savez, la bibliographie, quand vous passez l'agrégation d'histoire ou le CAPES, etc., elle fait 4 km, la bibliographie. Et c'est là que j'ai découvert la lecture rapide. Je me suis dit, c'est pas possible. On avait un livre d'histoire romaine, donc c'était du droit romain, et le livre, il faisait 530 pages. 530 pages. Et je me suis dit, je vais le lire bien. Et je vais bien le lire. Je vais me concentrer sur toutes les lettres, tous les mots. Il n'y a rien qui va m'échapper. Donc je me chronomètre. Je lis 10 pages. Au bout de 10 pages, j'avais lu en combien de temps, à votre avis, 10 pages? Le Juste Prix. Vous vous rappelez Juste Prix avec Philippe Risoli? Non? Hein? 50 minutes, t'es pas loin. Pas 2 heures, moins.
j'ai lu 10 pages en 1 heure. Bien, chaque mot que je ne comprenais même pas, et tout, c'était pénible. Et je me suis dit, je vais faire un AVC avant la fin du livre. J'étais à la bibliothèque de Paris 8, à l'université de Paris 8. Et je me suis dit, c'est pas possible que les profs qui nous donnent ça, eux, ils lisent comme nous. C'est pas possible. Ils doivent avoir des techniques, des trucs de samouraï, ils ont été le chercher au Tibet, comme dans les films. Et je cherche et je tombe sur la lecture rapide. C'est comme ça que j'ai découvert le domaine. Donc après, je passe le concours de professeur. Il y a des instituts ici, non? Peut-être des professeurs, des gens qui sont dans l'enseignement, qui ont passé des... Non? Bon, vous avez le droit, hein, c'est pas obligatoire. Toi? Ouais. Et quand on passait les concours, je prépare les concours et tout ça. Donc le concours, le CRPE de professeur des écoles, est-ce que vous savez la note que j'ai eue à l'oral? L'oral qui fait que tu passes et que tu as le concours. Hein? 5? Ça, il faut multiplier un petit peu. J'ai eu 20 sur 20. Ouais, 20 sur 20. Je ne le dis pas parce que ma prestation, elle valait vraiment 20, mais je le dis surtout pour les enfants. En sachant que moi, là-bas, je ne suis pas francophone. Parce que mon père, et ma mère, à la maison, ils parlaient l'arabe. J'ai appris le français à l'école. Et pourquoi j'ai voulu devenir prof? Parce que j'étais pas spécialement bon en français. J'estimais que j'étais pas bon. Donc il fallait que j'aille me perfectionner. Et le meilleur moyen, c'est de devenir prof de français. Donc j'ai commencé par professeur des écoles. Et si moi, entre guillemets moi, j'ai réussi, tu peux réussir si tu adoptes la bonne méthode et la bonne stratégie. La bonne méthode et la bonne stratégie, les bons outils, les bonnes façons d'apprendre, la bonne organisation, les bonnes procédures, tout ça, c'est ça qui va vous permettre d'arriver à ce que vous voulez arriver. D'accord? Ensuite, j'ai passé les concours, je suis devenu enseignant. Les méthodes qu'il y a dans le bouquin, je les ai enseignées à mes élèves. De lycée professionnel, parce qu'après j'ai demandé à enseigner en lycée professionnel, puisque c'était le public le plus désavantagé dans la culture et l'apprentissage. Et je leur ai appris des techniques de lecture rapide, de concentration, de mémorisation, pour renouer avec la langue. Parce que quand quelqu'un est en rupture avec sa langue, comment vous voulez qu'il ait des idées claires? Comment vous voulez qu'il ne se fasse pas manipuler? Comment vous voulez que dans sa tête, les choses soient à leur place? C'est très difficile. Ça passe par la langue. D'accord? Nous, on pense toujours la langue comme moyen de communication avec les autres, mais c'est même avec nous-mêmes, en fait. La communication avec nous-mêmes, ce qu'on appelle la communication intrapersonnelle, ce qu'on se dit à nous-mêmes, c'est très important. Très important. Et plus on a un niveau de langue qui est fort, qui est construit, qui est solide, plus on peut clarifier ses idées. Après, j'ai appris la lecture rapide avec plusieurs formateurs, j'ai voyagé à l'étranger, etc. Et puis après, il y a eu des gens qui ont créé des compétitions de lecture. Alors je vous explique comment ça marche une compétition de lecture. Compétition de lecture, on vous donne soit un texte, soit un livre. On vous dit, vous devez le lire en tant de temps, en un temps maximum. Il n'y a pas de temps minimum, il y a un temps maximum toujours. Et on mesure le temps que vous mettez à lire le livre ou le texte, et ensuite on vous pose des questions à la fin pour savoir si vous avez compris ce qu'on vous a demandé. Et la plupart du temps, le livre qu'on vous donne ou le texte qu'on vous donne, il est inédit. Il n'est jamais sorti, parce que sinon vous pouvez déjà l'avoir lu. Et il est souvent écrit pour l'occasion, pour la compétition elle-même. Et la première fois qu'il y a eu cette compétition, c'est moi qui l'ai gagné en fait, la première fois. Donc le premier champion de France. Et la même année, je vais en Chine, c'était les championnats du monde en Chine. Donc là, le livre était en anglais, 400 pages. Et je l'ai lu en 1h30. Je l'ai lu 2 fois en 1h30. Je l'ai lu 2 fois en 1h30, avec des techniques particulières. Et j'ai répondu à 18 questions sur les 20 qui ont été posées. Mais ce n'est pas des choses, entre guillemets, extraordinaires. C'est juste parce que j'ai appris comment faire. J'ai appris comment faire. Et justement, ce qui serait intéressant, c'est que si vous avez envie, bien entendu, vous appreniez comment il faut faire. Et après, maintenant, j'ai accompagné des personnes qui ont gagné les championnats de France. Et maintenant, aujourd'hui, j'organise des championnats du monde. On est plusieurs. On est francophones des championnats du monde
D'accord? Parce que le championnat du monde, le livre, il est souvent en anglais, et après, il est traduit dans les langues des gens qui viennent pour participer à la compétition. Donc l'année dernière, il y avait une catégorie enfants, donc il y avait des enfants de 6 ans, 7 ans. Il y a même des écoles qui ont participé dans le monde entier. Hein. Donc c'était vraiment une expérience que, franchement, je vous souhaite parce que rentrer dans de la compétition, c'est comme un jeu en fait. Et quand on fait jouer les enfants à travers la lecture, bah, c'est beaucoup plus marrant d'apprendre de cette manière-là que simplement apprendre uniquement du côté scolaire, qui est bien aussi, mais avec le côté ludique d'une compétition, ça vient compléter le côté plus scolaire et disciplinaire de l'école. D'accord ? Alors, juste un petit mot pour vous expliquer comment je suis arrivé à écrire le livre. Alors, les éditions Retz, est-ce que des gens connaissent les éditions Retz? Ça vous, il n'y a pas, non? Les éditions Retz, ils sont connus pour une série qui s'appelle J'apprends les maths. Vous connaissez le livre J'apprends les maths? Oui? Alors, J'apprends les maths, ça a été mis en place par un pédagogue des mathématiques qui s'appelle Rémi Brissot, qui est décédé en début d'année dernière, 2021. Bon, il en a vendu des millions d'exemplaires. Donc, c'est une méthode de mathématiques. Vous connaissez la méthode de Singapour en mathématiques? On a la même logique, en fait, qui a été développée par ce pédagogue-là, qui repose à peu près sur les mêmes principes que la méthode de Singapour en mathématiques. Vous savez pourquoi on parle beaucoup de la méthode de Singapour? Parce que dans les classements internationaux en mathématiques, Singapour a les meilleurs résultats. D'accord? Donc, mais on a aussi ce travail qui a été fait par feu Rémi Brissot autour des mathématiques, qui est très intéressant. Et ça a été fait par Retz, okay, les maisons d'édition Retz. Qui a créé les maisons d'édition Retz? C'est François Richaudot. Qui est François Richaudot? C'est le monsieur lecture rapide de la France. C'est-à-dire que dans les années d'après-guerre, donc on est après la Deuxième Guerre mondiale, on a une mode de la lecture rapide dans les pays anglo-saxons. Et donc le premier qui a ramené ça en France, c'est lui. Et il édite ça chez des éditeurs un peu comme Marabout. Vous connaissez les éditions Marabout? Sont connus, hein, un peu dans la santé, etc., sur un peu de tout. Donc il édite chez eux. Et puis au début des années 80, il va lui-même monter sa maison d'édition qui est Retz. D'accord? Et il écrit un livre, il édite dans sa propre maison d'édition le livre qui s'appelle Méthode de lecture rapide tout simplement. Avant qu'il ait été édité chez les autres, et maintenant il l'édite lui-même. Et c'est devenu la référence. C'est-à-dire que dans les années 70, dans certains ministères en France, à la mairie de Paris, 70, 80 jusqu'à maintenant, la méthode qui est enseignée en lecture rapide, c'est celle de François Richaudot. François Richaudot est décédé au début des années 2000. Mais la méthode, est un peu, on va dire, c'était la même que depuis les années 70. Donc j'ai été contacté par le directeur de la maison d'édition qui m'a demandé de réécrire en fait le livre. Et donc il m'a demandé ça quand je suis rentré de Chine en décembre 2017. Donc il m'a contacté janvier 2018 et le livre est sorti 2 ans après. Voilà pour vous raconter un petit peu l'histoire. Après, il y a un autre monsieur qu'il faut connaître qui s'appelle Tony Buzan. Je ne sais pas si vous connaissez, non? Certains d'entre vous connaissez Tony Buzan. Vous connaissez les cartes mentales, le mind mapping? Oui. Donc c'est lui qui a inventé ce concept-là plutôt qu'il l'a modélisé. Il ne l'a pas inventé parce que ça existait déjà sous différentes formes. Dans le livre, j'ai mis des exemples de cartes mentales parce que c'est une façon de prendre des notes qui peut vous aider à garder plus d'informations quand vous lisez. D'accord? Donc Tony Buzan aussi, il est connu depuis les années 70, donc c'est la même période parce qu'il y a vraiment une mode à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale où les gens ils sortent un peu du traumatisme, qui se remettent à étudier un petit peu. On a cherché des outils méthodologiques beaucoup plus efficaces. On ne lit pas tous à la même vitesse. Si je vous donnais tous un texte ici et on commence à chronométrer, il y en a qui vont s'arrêter bien longtemps avant d'autres, il y en a qui vont terminer beaucoup plus longtemps que d'autres, parce que nous n'avons pas la même façon d'aborder la lecture, de réfléchir, etc. Alors, qu'est-ce que je peux bien vous dire? Alors, pour comprendre comment fonctionne la lecture rapide, il faut décortiquer le principe de la lecture. Pour lire, quelle est la première étape?
il y a une étape avant même d'apprendre. Les conditions. Lesquelles? Ou laquelle principalement? Hein? Quelle préparation spécifiquement? Hein? Oui, l'intention, mais elle va venir techniquement après celle que j'attends que vous me disiez la réponse. Hein? Je crois avoir entendu le mot. La concentration. C'est la concentration. Mais c'est la concentration, on va dire, du point de vue un petit peu fonctionnel, biologique. D'accord? Donc il y a la concentration, et en réalité, dans la concentration, il y a un élément qui s'appelle l'attention. Et dans l'attention, il y a un autre élément qui s'appelle l'attention sélective. Et c'est celle-là à laquelle on doit arriver pour lire très rapidement, sans que le cerveau il parte à Marrakech ou avec les Teletubbies ou qu'est-ce que je vais manger à midi. Parce que c'est ça en fait la déconcentration. Il nous emmène dans des endroits et nous on veut lire le livre. Et arriver jusqu'à un certain état, et ça c'est l'état qu'on recherche dans une espèce de concentration absolue qu'on appelle le flow. S'il y a des gens qui sont adeptes de sport de haut niveau, le flow c'est un moment où on est déconnecté de tout et on est pleinement concentré et absorbé par ce qu'on est en train de faire. Ça peut être par une peinture, quand quelqu'un il est en train de peindre, quelqu'un qui est en train de composer, quelque chose d'artistique, mais ça peut être aussi un texte littéraire qu'on est en train d'écrire ou une recherche scientifique dans un laboratoire. C'est comme s'il n'y a plus rien d'autre qui existe que ce que je suis en train de faire. Là, je ne sais pas si vous avez déjà connu cet état-là, où vous êtes complètement déconnecté. Et des fois, ça peut durer 1 minute, 10 secondes, etc. Mais les sportifs de haut niveau, ils cherchent à déclencher cet état. Ça se travaille en fait. Okay, ça se travaille. Tout à l'heure, je vous donnerai un petit exercice à faire comme ça, ça va vous aider. Donc la première étape, est-ce que vous pensez que la concentration, elle concerne uniquement la lecture? Pour tout. Pour tout. Et justement, aujourd'hui, si on peut parler un petit peu de l'homme moderne, cet homme, homme avec un grand H bien entendu, hein, qui est soumis à toutes les distractions possibles et imaginables à partir du moment où il ouvre les yeux jusqu'au moment où il referme ses yeux le soir. En fait, il a du mal à se concentrer, l'homme moderne. Il a beaucoup de mal à se concentrer. Et justement, qu'est-ce qu'essaye de faire le monde numérique et virtuel? Il essaye de capter l'attention. Il essaie de capter l'attention avec la publicité, avec les sollicitations, avec les notifications, etc., etc., etc. C'est pour ça que comprendre comment fonctionne la concentration, ça va aider pour la lecture spécifiquement, mais ça va aider globalement pour tout ce qu'on est en train de faire dans notre vie. Je ne sais pas, peut-être que pour la prière, ce sera intéressant. Non? Dès que tu commences, j'ai oublié les clés d'air à la porte, tu penses... Hein, dès que tu te calmes, tout le tumulte dans ta tête, ça résonne, etc. Mais c'est comme ça pour tout ce qui nous demande énormément d'attention. D'accord? C'est pour ça qu'on va essayer de comprendre comment fonctionne, et spécifiquement l'attention. Et il ne faut pas confondre les deux. Pourquoi? Parce que si vous restez au stade de la concentration, vous ne pouvez rien apprendre. D'ailleurs, comment on pourrait définir la concentration? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment ça fonctionne? Ou qu'est-ce que c'est que la concentration? Non, ça c'est l'attention. Ouais, mais la concentration c'est quoi alors? Pour ne pas confondre les deux. C'est ça. Et comment tu fais le vide? Parce que qu'est-ce qui permet, réfléchissez juste précisément sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est perturbé quand on veut faire quelque chose et qu'on n'arrive pas à se concentrer? Figer sa pensée. Oui, et comment on va faire? Voilà, tu as déjà enclenché le processus. Mais avant, en fait, il faut couper toutes les sources d'informations qui vont entrer. Parce que comment on appréhende le monde? C'est avec nos sens. Avec les mains, les yeux, les oreilles, etc. Il faut couper tout ça. Et là, c'est là que ton attention, tu vas pouvoir la réveiller pour la diriger vers la lecture. Parce que si tu restes au stade de la concentration pure, tu as fermé les portes, tu ne peux rien apprendre. Ok? Et on va déclencher l'attention. Et arriver à notre état de flow. L'état de flow, c'est un peu compliqué d'y arriver parce que dedans, il y a
comment on appelle ça, il y a de la visualisation, il y a des images mentales, etc. Mais par contre, il y a quelque chose, un principe qu'on va pouvoir nous utiliser pour arriver à une concentration, pour se concentrer. Comment on fait? Est-ce que vous avez des techniques, est-ce que vous avez des méthodes? Est-ce que vous en connaissez? Voilà, la respiration. La respiration. Pourquoi la respiration, c'est important pour se concentrer? Ça nous permet de donner un rythme. Oui, ça permet de donner un rythme, et ça permet de donner un rythme à quoi? Alors voilà, parce que le cerveau, la personne a dit le cerveau pour ceux qui n'ont pas entendu, mais le donner un rythme au cerveau directement, c'est pas possible. Donc on va passer par quoi? On va passer par le cœur. Mais le donner au cœur directement, c'est pas possible. Donc on va passer par quoi? La respiration, donc on va solliciter quoi? L'oxygène, donc on va solliciter quel organe? Les poumons. Et donc c'est ce système poumon, cœur, cerveau qu'on doit harmoniser en fait. Pourquoi? On rentre un peu dans la technique, mais quand quelqu'un il n'est pas concentré, quand quelqu'un il est soumis à des émotions, sa respiration elle est comment? Est-ce qu'elle est régulière? Elle n'est pas régulière. Comment? Elle peut être rapide, saccadée, etc. Et donc pour revenir à un état de concentration, qu'est-ce qu'on va faire? On va induire nous-mêmes, physiquement, un rythme à travers une concentration spécifique et un rythme de respiration spécifique pour que le cœur y suive et que le cerveau aussi, il en tire les bénéfices. Et il y a une méthode qui s'appelle la cohérence cardiaque, d'accord, qui est décrite dans le livre. Hein. C'est très facile, la cohérence cardiaque. Je vous explique ça en 30 secondes. Vous asseyez sur une chaise, le dos droit, vous inspirez 5 secondes. Donc quand j'ai fait ça, il y en a qui ont fait dans la régime. Vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes et vous faites ça pendant 5 minutes. C'est simple ou pas? 5 secondes, j'inspire. C'est quoi inspirer? Je fais entrer l'air par le nez. 5 secondes, j'expire. Je souffle. Et je fais ça pendant 5 minutes. Ça, c'est une méthode qui est utilisée par l'armée, par exemple, chez les militaires. C'est une méthode qui est utilisée par les sportifs de haut niveau. Est-ce que c'est compliqué à faire? Non, c'est pas compliqué à faire. Pas du tout. Et ça, c'est un principe de concentration. Ce que je viens de vous dire là, bon après, pour que ça devienne naturel chez vous, ben, il faut le pratiquer. En fait, c'est comme tout. Pour que ça devienne votre façon de respirer naturelle, on s'entraîne à le faire le plus souvent possible. D'accord? En lecture rapide, quand quelqu'un va commencer à lire, il fait d'abord 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est que déjà dans sa journée, il le fait 3 fois par jour. Une fois au réveil, une fois à la moitié de la journée, et une fois en milieu d'après-midi. D'accord? La cohérence cardiaque, 365. Donc c'est un médecin qui a officié, enfin il a exercé à Marseille pendant de nombreuses années. Et c'est franchement le minimum à connaître pour se concentrer. Il y en a qui connaissaient déjà, je pense, non? Parce que c'est une méthode qui est quand même répandue. Utilisez-la. Franchement, voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué. 5 secondes, j'inspire. 5 secondes, pardon, j'expire. Et ça pendant 5 minutes. Ensuite, il y a une autre partie qui est importante. Une fois qu'on sait se concentrer, on a une autre étape. En vérité, bon, c'est pas vraiment une étape, mais qui s'est fait de l'harmonica? C'est démodé comme instrument. Normalement, c'était de l'harmonica, vous vous rappelez là? On a des cow-boys, machin, là, dans la salle. On a Lucky Luke. Étape numéro 2. Une fois qu'on s'est concentré, avant de passer techniquement à des techniques de lecture vraiment technique pour de déplacement, etc., l'objectif de notre lecture, c'est quoi? On l'avait dit tout à l'heure. Comprendre, mais pourquoi faire après? Pour retenir. Ouais, pour retenir. Donc, dans le processus de lecture rapide, la deuxième étape à laquelle il faut accorder l'importance, c'est la mémorisation. C'est la mémorisation. Et la mémorisation, il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas une bonne mémoire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Surtout quand on arrive à un certain âge,
Et ce certain âge, ça dépend des gens. Il y en a à 35 ans, il dit, j'ai pas la même mémoire que quand j'avais 20 ans. Quand tu commences à payer des impôts aussi, ta mémoire, c'est plus la même aussi. Quand tu as des enfants aussi, ta mémoire, c'est plus la même. En réalité, c'est pas qu'on a une bonne ou une mauvaise mémoire. À partir du moment que physiquement, physiologiquement, ton cerveau, il est là, ta mémoire, elle est ce qu'elle est en fait. C'est que simplement, la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne leur mémoire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Depuis qu'on est petit, on va à l'école, on doit apprendre à l'école, mais on ne nous a jamais expliqué comment fonctionne notre mémoire. Pour un outil qu'on utilise tous les jours, tout le temps. C'est bizarre, c'est étrange. Donc ce qui est important et très intéressant, c'est de savoir comment la mémoire elle fonctionne. D'ailleurs, le cerveau, en parlant de mémoire, quelle est la définition du cerveau? C'est une machine qui sert à... À quoi? À quoi? T'as dit quoi? Non. 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 Il le fait tout ça, mais... Non. Non. Tout ce que vous allez me dire, je vais vous dire non. Alors, c'est une machine qui sert à oublier. Ouais. Le cerveau, c'est une machine qui sert à oublier. J'espère que vous n'oublierez pas ce que je viens de vous dire. Bah oui. Le cerveau, vous le remplissez, il passe son temps à faire quoi? À jeter à la poubelle. Et qu'est-ce qu'on va retenir? C'est simplement les choses sur lesquelles vous allez vous attarder, sur lesquelles vous allez vous prendre la tête. Ou alors c'est des choses, vous serez tellement haut en émotion à ce moment-là, qu'elles vont rester dans votre tête. Surtout que si vous vous embrouillez avec votre conjoint. Et vous n'oublierez pas ce qu'il vous a dit quand vous vous étiez énervé. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est de la colle à information. Quand il n'y a pas d'émotion dans ce que tu apprends, c'est fade. C'est comme tu manges un sandwich, il n'y a pas de mayonnaise. C'est ou de la harissa pour les Tunisiens. Il n'y a pas de goût en fait. Et le cerveau, il a des règles. Et ces règles-là, si on ne les connaît pas, bah c'est normal qu'on ne sait pas comment on apprend, on ne sait pas à quoi on est sensible, on ne sait pas qu'est-ce que nous on considère important pour nous. On croit que des fois c'est important, mais on n'arrive quand même pas à le retenir. Et surtout, dans notre époque, oui. Et pourquoi ça ne nous l'apprenne pas à l'école? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. À l'école, on te donne du contenu pour faire de toi un citoyen. L'éducation nationale, que ce soit en France ou dans les autres pays, c'est très compliqué. Et les objectifs, c'est pas de pousser les gens à l'autonomie. Parce que si on t'explique comment tu t'apprends, tu vas pouvoir devenir autonome en fait. Et quelque part, tu vas pouvoir te passer un petit peu aussi de l'école. Et c'est pour ça que les gens qui font un peu des choses intéressantes pour eux-mêmes ou qui se distinguent, souvent, ils n'ont pas suivi les voies classiques. Tu vois? Et ils ont appris à apprendre. Ou alors, ils ont appris souvent différemment. Parce que ce qu'on leur proposait à l'école, ça ne leur convenait pas. Par exemple, les enfants autistes ou dyslexiques, ce qu'on appelle des neuroatypiques, parce qu'ils ont un fonctionnement qui est différent. Un dyslexique, ce n'est pas quelqu'un qui est malade. Nous, on aime bien, dès qu'il ne rentre pas dans les clous, il est malade, mesquin. Il a eu deux. Ah, il est mujinoun. Il faut faire une ruqya. Non, il fonctionne différemment. Et avec lui, cette méthode-là ou ces méthodes-là ne fonctionnent pas. Et bon, ça, c'est un autre sujet, l'autisme ou la dyslexie, ou etc., etc. Alors que ça peut avoir des conséquences pathologiques et tout, oui. Mais de considérer les gens comme malades à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, non en fait, parce que ça ne va pas aider les personnes. Dans la mémorisation, il y a inévitablement le problème de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des écrans. Et dans le livre, je parle de ce sujet-là, parce que vous avez plusieurs tendances chez les spécialistes, chez les pédopsychiatres ou chez les spécialistes des neurosciences. Vous avez l'avis de Michel Desmurger. Vous connaissez Michel Desmurger? Ouais. Il a écrit un livre en 2009, je crois, qui s'appelle TV Lobotomie. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, TV Lobotomie sur les vérités scientifiques de la télévision. Je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Il est vraiment exceptionnel. Et il a écrit un livre qui est plus récent, je crois qu'il y a 3-4 ans, qui s'appelle La fabrique du crétin digital,
qui est la même logique de la télévision, mais pour les écrans. Il dit, les écrans, c'est pas bon, c'est dangereux. C'est pas bon. Alors c'est documenté, hein. Il est il est directeur de recherche au CNRS, il a travaillé au MIT aux États-Unis, et il a rassemblé dans son premier livre toutes les études scientifiques sur les effets de la télévision sur le cerveau des enfants. Et après, il a été chercher d'autres études sur le numérique, sur l'effet des écrans, sur le cerveau des enfants. Parce qu'on en a, mais on en a des milliers des études en fait. Et après, on a une autre tendance qui est celle de Serge Tisseron. Vous connaissez, non? Ça vous parle peut-être, un pédopsychiatre en pédagogie, on parle souvent de lui. Hein. Ils ont fait un site internet qui s'appelle 36912, Savoir apprivoiser les écrans. Où lui, il a une démarche qui est un peu plus pédagogique, où il dit en fait, pas d'écran total avant 3 ans. Il ne faut pas que l'enfant rentre en contact avec des écrans avant 3 ans. Et après, à chaque palier, on augmente un tout petit peu la dose en termes de contenu et en termes de qualité. Il donne une méthode en fait pour accompagner les parents avec les écrans. Ouais, 3, 6, 9, 12, savoir apprivoiser les écrans. Il y a un site internet qui s'appelle comme ça, vous irez dessus, il y a des fiches pédagogiques, etc., des références. Et l'autre, La fabrique du crétin digital, c'est un bouquin, vous le trouvez. Michel Desmurger. Michel Desmurger. Il est ici? Ouais. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on parle de concentration et de mémorisation, nous on parle de la lecture, mais les gens ne sont pas concentrés de manière globale en fait. Et la concentration, ce n'est pas simplement ponctuel, parce que tu vas faire un peu de respiration, c'est une chose, mais si tu manges n'importe quoi, ta concentration elle est impactée en fait. Si les enfants ils mangent trop de sucre, il y a une tendance à l'excitation. Le sucre, ouais. Sukkur. Ouais. Faddem. Et c'est comme un poison en fait. Je vous conseille un autre livre qui s'appelle Le sucre, l'enquête sur l'autre poudre de Bernard Pellegrin, qui est un livre sur la réalité de ce que c'est que le sucre. D'accord? Quand tu habitues des enfants avec le sucre, le cerveau il devient dépendant, les comportements ils changent en fait. Ah voilà, ici vous avez une bonne librairie à la mosquée, donc vous avez le livre de Michel Desmurger, TV Lobotomie. D'accord. Sur YouTube, il a fait, je pense, Ouais, tout à fait. Si vous tapez sur YouTube, vous avez une conférence, je crois, elle dure 1h30 ou 2 heures, mais moi je préfère le livre. Ouais. Non, sérieux, franchement. Et si vous voulez le lire en lecture rapide, je pourrais vous donner la technique, parce que vous pouvez trouver le résumé du livre dans le livre en fait. C'est aussi ça la lecture rapide, c'est trouver des stratégies de lecture. Okay. Donc là, la question de la mémorisation, c'est ce qui va vous rester après toutes vos lectures, c'est ce qui va vous rester. Donc apprendre comment ça fonctionne, donc il y a des méthodes en fait de mémorisation, il y a des conditions de mémorisation, il y a des choses à ne pas faire aussi qui peuvent ruiner la mémorisation. Donc tout ça, c'est bien de le comprendre. Bon, je ne m'attarde pas parce que dans le bouquin, c'est expliqué en détail et c'est un peu technique aussi. Alors, il y a une chose qui est importante aussi, qui est très importante, c'est la prise de notes. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des notes quand ils lisent en même temps qu'ils lisent? Levez la main. Et dites, je le jure. Pas beaucoup, ok. Pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Levez le bras bien haut comme ça. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent des notes. Et pourtant, prendre des notes, c'est un vecteur de mémorisation. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez, avant d'écrire sur la feuille, vous écrivez dans quoi en fait? Dans notre tête. On écrit dans le cerveau en fait. Et le mouvement moteur que vous utilisez avec votre bras, c'est la mémoire psychomotrice. C'est-à-dire que les mouvements que vous faites sont imprimés. Déjà, ils partent de votre cerveau, parce que c'est votre cerveau qui dit ce que vous allez écrire. Et le mouvement d'écriture, il renvoie l'information de votre cerveau. Et là, vous êtes en train de mémoriser. D'accord? Il y en a même, ils n'aiment pas écrire dans leurs livres. Qui c'est qui n'aime pas écrire dans ses livres? Ouais. Ah, c'est haram, hein? Non, en fait.
Écrire dans un livre, c'est vous approprier le contenu. Vous avez le droit d'écrire, surtout si vous l'avez payé quand même. C'est la moindre des choses de pouvoir écrire dans un bouquin que vous avez payé. Et si l'auteur il est mort, en plus, il ne va pas venir vous embêter. Écrire, discuter dans le livre, noter, dessiner, faire des corrections, des ajouts, etc. Il y a un retour avec le livre que vous ne faites pas quand vous êtes en ce qu'on appelle la lecture passive. Parce que la plupart des lecteurs, en fait, sont passifs. C'est-à-dire qu'ils sont là, assis, ils ne bougent pas. Et ils lisent avec leurs yeux et ils ne bougent pas. Parce qu'on nous a appris comme ça à lire. Alors qu'en vérité, le corps aussi, il a besoin d'être en action pour lire. Et c'est comme ça qu'il va mémoriser. Il faut écrire, il faut respirer, il faut bouger. Mais nous... Est-ce que ça ne dépend pas du type d'ouvrage qu'on est en train de lire? Parce que si je lis une fiction pour le plaisir, je n'ai peut-être pas envie de prendre des notes. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est la notion même de plaisir. Et le contraire est possible. C'est-à-dire? On peut lire par plaisir et faire une annotation, ça me fait penser à ça, ce mot-là je ne le connais pas, je vais le chercher. Bien sûr. Bien sûr. C'est la lecture plaisir. Tout à fait. Vous pouvez, par exemple, faire une lecture plaisir. Un livre que vous choisissez parce que vous aimez bien ce type de littérature. Et là, il y a une idée pour vous. Une idée de projet, ou peut-être que vous êtes dans un domaine, vous êtes en recherche d'inspiration, ça vous inspire pour votre domaine. On peut écrire dessus. Mais il y a aucune, en fait, dans l'apprentissage, il n'y a aucune obligation pour personne. On propose que des outils, et celui qui veut les utiliser, il les utilise. Mais au moins, il sait que ça existe et il peut les utiliser. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, en fait, que ça existe. Et une des choses qui est embêtante, en fait, c'est quand les gens arrêtent de lire parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes en termes de méthode. Ça, c'est dommage de passer à côté parce qu'on ne connaît pas. Après, voilà, si on ne cherche pas non plus, c'est normal aussi. Pour ça, il faut chercher. Donc, je vous disais, la prise de notes, ça peut être important. Après, il y a prise de notes et prise de notes. Il y a une prise de notes que moi, je vous le donne directement, c'est la prise de notes avec les images. Parce que nous, on a appris à prendre des notes avec des mots, en fait. Mais qu'est-ce qui est le plus explicite pour le cerveau et plus mémorisable? C'est une image ou un mot? Par définition, c'est une image. Parce qu'une image, c'est neuroergonomique. Vous connaissez ce terme de neuroergonomique? Neuroergonomique, ça veut dire que c'est adapté aux règles de base du cerveau. Alors, une expression, il a tout à fait juste, une image vaut 1000 mots. D'accord? Donc ça, c'est important. Moi, je vous dis ça, à la base, je suis quelqu'un qui écrit. L'écriture, ça ne m'a pas posé spécifiquement de problème. J'aime bien écrire. Quand on me disait qu'il faut dessiner, je dis, vous moquez de moi. Et le dessin, c'est pour le dernier des débiles. C'est pour ceux qui... Oui? Vous avez dit de prendre des notes. Oui? Ici, par exemple, avec ce livre, on s'est dit qu'on allait faire de la lecture rapide. Hmm? On n'a pas le temps de prendre des notes. Si, bien sûr. Et dans la méthode, en fait, qui t'accompagne, ce qui va te permettre de retenir plus d'informations et que tu vas harmoniser avec ta lecture rapide, c'est une prise de notes. Mais une prise de notes avec... On fait de la carte mentale, en fait. Ça permet d'avoir une vision globale, ça permet de travailler sur les mots-clés, et ça permet à la fin d'avoir quelque chose de visuellement qui est plus attrayant qu'un simple texte écrit sur une feuille, et qui ressemble à tous les textes qu'on a écrits depuis qu'on écrit, en fait. Tu vois? Et tu apprends à harmoniser les deux. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu vois? Il y en a qui vont l'utiliser, ça marche très bien avec eux, et il y en a qui ne vont pas l'utiliser, ça marche très bien aussi. Tu vois? Ouais. Bon, pour ne pas être trop long, après, bon, il y a plusieurs défauts, mais si vous me posez la question tout à l'heure, je vous en reparlerai, sur les défauts d'une prise de notes, enfin de la prise de notes classique qu'on a apprise à l'école. Après, il y a la lecture rapide elle-même, ce qu'on appelle la lecture rapide. La lecture rapide, c'est quoi? C'est un ensemble de méthodes et de techniques. C'est un ensemble surtout de techniques, et c'est une méthode générale. En fait, techniquement, ça repose sur le concept. Vous connaissez la lecture globale et la lecture
syllabique à l'école. On en fait des débats depuis les années 70. En fait, c'est pas si stupide que ça, en fait, quand on rentre dans le détail. Sauf que les gens, ils aiment bien se prendre la tête pour dire qu'ils ont raison, mais ils ne cherchent pas le bien dans là où il est, en fait. Grosso modo, quand on apprend à lire, on utilise la méthode syllabique, mais pour se perfectionner en lecture, il faut utiliser la méthode globale. Et c'est ça la lecture rapide, en fait. C'est utiliser les techniques et la pensée de la lecture globale, mais pour quelqu'un qui sait déjà lire, en fait, et qui veut se perfectionner et optimiser son niveau de lecture. D'accord ? Donc des techniques, il y en a plusieurs. Des techniques, il y en a plusieurs de lecture rapide. Par exemple, il y a une technique qu'on appelle le balayage, tout simplement, qui consiste à balayer la ligne. C'est comme si on scannait ligne par ligne. Ok ? Ensuite, il y a une autre technique qui s'appelle le balayage de ligne par deux lignes. C'est-à-dire que vous lisez deux lignes en même temps. Et vous sautez, en fait, en un regard, vous balayez deux lignes en même temps. Et après, vous sautez aux deux prochaines lignes et vous balayez les deux lignes. À la même vitesse, en fait, vous économisez le temps divisé par deux. Donc là, c'est les techniques de base. Oui ? Non. Pour les techniques, pour les... Deux lignes en même temps et l'étape d'après. Alors, vous balayez deux lignes en même temps. Ensuite, vous sautez et vous revenez à votre marge en sautant les deux lignes d'après. Comment ? On ne les lit pas. Si. On les regarde. Vous les regardez, mais vous les lisez en vérité. D'accord ? Et après, vous faites ça tant que vous pouvez, en un seul balayage, lire des lignes, même si c'est 3, 4, 5, vous pouvez le faire en fait. On disait dans la biographie de Arthur Rimbaud, c'est Rimbaud ou Baudelaire ? C'est Baudelaire. Baudelaire, il lisait 10 lignes d'un coup. Un regard, 10 lignes. D'accord ? Et il y a aussi cette faculté, c'est ce qu'on appelle les lecteurs prodiges. Les lecteurs prodiges, c'est des gens qui ont une façon de lire qui est particulière, et c'est eux qu'on a été modélisés. On a regardé comment ils faisaient en fait. C'est bizarre, non ? Lire 2 lignes, 3 lignes en même temps. Ouais. Et ben, je vous assure qu'il y en a aujourd'hui, c'est leur façon de lire. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ont fait une formation, ils ont appris à le faire, ils sont entraînés. C'est plus simple pour eux de lire 2 lignes par 2 lignes que de lire comme ils lisaient avant. D'accord ? Oui ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait parce qu'il y a un prof qui m'a dit pour le brevet, des trucs comme ça, il nous a dit que les sujets, il fallait les lire en diagonale. Ouais. C'est-à-dire que les diagonales, ça veut dire que tu ne vas pas t'attarder sur tous les mots. C'est-à-dire que tu vas survoler en fait et tu vas lire rapidement pour capter les mots-clés du sujet. C'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est une façon de lire en lecture rapide. On appelle ça le survol ou très grossièrement la lecture en diagonale. D'accord ? C'est pour ne pas rentrer tout de suite dans l'analyse. C'est que tu vas survoler comme ça très rapidement pour avoir une vision globale de ce qu'on te donne. Ça, ça c'est une technique qu'on donne quand vous passez des examens. Quand on vous donne le sujet, c'est pas tu regardes la première question, tu commences à répondre. Tu regardes tout le sujet d'abord. Tu regardes tout, tu lis toutes les questions. Et une fois que tu as lu toutes les questions, là tu commences à composer et à répondre à tes questions. Comme ça, ton cerveau, il a déjà une vue d'ensemble de ce qu'on va te demander. Tu vois ? Il y a d'autres techniques. Il y a d'autres techniques en fait qui s'appellent lire entre les marges. Bon, je vous la donne, ça va peut-être pas vous parler. Mais en fait, quand vous visez un mot avec vos yeux, vous ferez le test tout à l'heure à la maison, vous regardez un texte, vous visez un mot, si vous prenez conscience plus globalement et plus largement de ce qu'il y a à côté et au-dessus, vous allez pouvoir même lire les mots d'à côté sans les regarder avec vos yeux en fait. Comme si vous preniez une photo du texte ou du passage. Et ça a donné lieu à une technique. C'est-à-dire que, vous l'essayerez, hein, c'est très intéressant. Quand vous lisez, essayez de ne pas revenir complètement à la marge. Vous savez, quand vos textes ils commencent
le premier mot. Essayez de décaler et de parvenir systématiquement au début, mais de décaler de quelques lettres. Et vous balayez comme ça. Et pareil à la fin de votre texte. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à la fin, vous changez de ligne avant d'arriver aux dernières lettres de vos lignes, de votre texte. D'accord? Ça, la technique la plus simple s'appelle, c'est lire un quart des lignes ou un tiers des lignes. En fait, vous balayez entre deux marges. Vous pouvez même dessiner les marges sans jamais revenir dans cette partie. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, votre cerveau, il voit les choses sans nécessairement aller directement les regarder. Il prend conscience. Et après, plus on resserre les marges au centre du texte, et il y a des gens, en fait, ils développent ce qu'on appelle la vision périphérique. Bon, en vérité, c'est plutôt une vision plutôt binoculaire que périphérique. Et ils arrivent à passer par le milieu, en fait, sans aller complètement ni à droite ni à gauche, en fait. Et ils lisent comme ça le milieu. Ok? Donc ça, on est déjà dans la lecture un petit peu intermédiaire, niveau intermédiaire. Voilà. Donc là, bon, je ne vous donne pas plus de techniques, parce que sinon, ça devient tellement abstrait que ça ne vous parlera pas. Par contre, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Les techniques de lecture rapide ». Elle n'est pas très longue, elle dure, je ne sais plus, je crois, elle dure 12-15 minutes. J'ai résumé les techniques les plus répandues en lecture rapide. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va faire un petit exercice, si ça vous dit. Ok? Vous allez vous mettre deux par deux. Vous n'êtes pas obligé de vous lever, vous pouvez juste vous tourner. Essayez d'être pas trop proches les uns des autres. Hein. Vous allez essayer de faire un cercle avec vos yeux. Uniquement avec les yeux. D'accord? C'est-à-dire vous regardez votre partenaire, vous essayez de faire un cercle à peu près de cette circonférence-là, pas un petit cercle et pas un trop grand cercle. Vous allez tranquillement, vous n'allez pas trop vite. Vous faites un cercle de cette circonférence, voilà, avec vos yeux, et votre partenaire, il regarde. Et ensuite, vous intervertissez. Il y a celui qui a regardé, il fait le cercle, et celui qui ne l'a pas fait, il regarde. D'accord? Faites-le. Alors, parmi tous les groupes, qui a vu un cercle parfait? Ça peut arriver. Hein. S'il y a des gens qui ont fait de la rééducation oculaire, qui ont été voir l'orthoptiste, etc., ça peut arriver. Mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, ceux qui essayent de faire des cercles avec leurs yeux, ils font quoi? Ils font ils font une espèce de carré. Ouais, en fait, parce que le mouvement de l'œil, par définition, il fait des arrêts, des saccades. Mais il a besoin de faire des saccades. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pendant les saccades, maintenant si on projette dans la lecture, c'est pendant les saccades que vous captez les mots en fait. Maintenant vous allez refaire le même exercice, sauf que vous allez faire le cercle avec votre doigt, vous allez faire le mouvement et vos yeux vont suivre le mouvement de votre main. Et votre partenaire, il regarde vos yeux. Refaites-le maintenant. Alors, est-ce que maintenant vos yeux, ils font les arrêts? Non. Font pas les arrêts. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est quand vous lisez, c'est d'utiliser le minimum le doigt. Et quand vous lisez, essayez d'avoir un mouvement qui est constant, uniforme, qui ne s'arrête pas. Au début, vous allez doucement, et petit à petit, vous essayez d'accélérer un petit peu. Et en fait, votre œil, il suit le bout du doigt, mais c'est votre main qui donne le rythme. Alors nous, on n'utilise pas le doigt en général, on utilise un stylo. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu as un stylo, il t'aide à guider ton regard, et en plus, tu peux prendre des notes quand tu as besoin. Oui? Mais du coup, en fait, on a besoin d'un guide pour être plus concentré. Oui. Pourquoi? Il faut savoir. Elle a posé à la fin, elle a dit quelque chose de très intéressant. En fait, si vous utilisez le guide et votre main, vous allez augmenter votre pouvoir de concentration. Pourquoi? Quand vous étiez à l'école, est-ce que vous avez simplement appris à lire tout simplement ou vous avez appris autre chose avec? Hein? Ça sent les coups de... Oui? Non, il y a autre chose qu'on a appris en même temps que la lecture. C'est quoi? L'écriture. L'écriture. Question.
Est-ce que vous êtes plus concentré quand vous lisez ou quand vous écrivez? Quand on écrit. Quand on écrit. Ça veut dire que pour votre cerveau, quand vous prenez un stylo comme guide, pour lui, vous allez écrire. Et comme vous allez écrire, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à vous apporter la concentration de l'écriture. Chose qu'il ne peut pas vous apporter si vous allez simplement lire tout seul. Ça, c'est un principe de notre cerveau. C'est quoi ce principe? C'est que le cerveau, quand vous faites une action, si vous pensez à cette action, il commence à se mettre en condition pour pratiquer l'action. Je vous donne un exemple. Demain, c'est samedi matin. Ok? Je fais un footing à 9 h du matin, samedi. Quand je cours, mon cerveau, il sécrète quoi? Pas plein de choses, mais parmi il n'y a pas de sportifs ici? Oui, c'est ça, des endorphines, quoi? Endorphines, dopamine, asdine, tout ce qui se termine par in. Oui. Quand vous faites ça, vous allez sécréter tous ces neurotransmetteurs. Le dimanche matin à 9 h, votre cerveau, il commence déjà à les sécréter parce que 24 heures après, il pense que vous allez le refaire. Et ça, c'est un principe qu'on utilise dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'on fait faire de la visualisation à des sportifs et leurs caractéristiques physiques, elles changent alors qu'ils ont juste fait de la visualisation. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un, avant de faire quelque chose, il faut que tu le vois dans ta tête. Si dans ta tête tu te dis c'est impossible, tu viens de créer ta propre réalité. Tu viens de te mettre des bâtons dans les roues tout seul. Il y a une étude qui a été faite sur des sportifs de haut niveau qui se blessent. On leur a demandé quelle est la dernière image que tu vois avant la blessure. Et à votre avis, quelle est la dernière image qu'un sportif voit, alors que c'est des gens qui se sont blessés. Hein. Qu'est-ce qu'il voit juste avant de se blesser? Il se voit en train de se blesser en fait, pour appréhender. Ça devient une sorte de réalité qui s'est créée, donc il devient victime de cette image, il en subit les conséquences. D'accord? Mais le contraire est vrai en fait. Quand vous pensez à des choses positives, de réussite, c'est pour ça que la croyance, tout ça, c'est très important en fait. C'est le domaine du positif. Rien que le fait d'imaginer, c'est bien quand même, non? Il y en a, ils s'interdisent même de l'imaginer en fait. C'est pour ça que quand on rentre profondément dans la psychologie de la lecture, la première étape, tout à l'heure, tu en avais parlé un petit peu, la première étape qu'on dit à quelqu'un quand il veut faire de la lecture rapide, on lui dit la première chose, il faut y croire, il faut que tu le vois dans ta tête. Parce que si tu dis comment dire, ouais, mais ça marche pas, c'est pas fait pour moi, etc., tu es en train de créer la démotivation tout seul. Première chose, il faut y croire et tu construis ta visualisation. Et là, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Oui? Non, tu n'es pas obligé. Ouais, le texte, il est devant toi. Tu lis avec ton stylo, tu balayes, tu vois. Tu essaies d'accélérer un petit peu. Tant que tu comprends, tu peux accélérer en fait. C'est à partir du moment où tu ne comprends pas, tu vas décélérer. Je parle plutôt, il y a des gens, quand tu grattes un petit peu, tu leur dis, mais quand tu lis, dis-moi comment tu te vois dans la tête. Et quand tu décortiques les images, tu vois que les images, elles ne sont pas motivantes en fait. Il n'y a pas de motivation. Alors on va changer ça. On leur dit cette image-là, tu la mets de côté, on va créer des images où tu te vois à prendre du plaisir en train de lire. Où tu es content, où tu te vois épanoui, etc. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça, c'est des choses que vous n'allez pas apprendre à l'école, parce qu'à l'école, le programme, on n'a pas le temps. Il y a un programme, le prof, il doit commencer le programme, il doit terminer le programme. Il ne peut pas s'attarder sur des individus. C'est pour ça qu'on a créé les classes. Et les classes, c'est quoi? Grosso modo, les classes, elles respectent un principe. C'est, on a 10% de bons élèves, 10% d'élèves qui sont à la fin, et on a 80% des élèves qui sont au milieu. Et tant que cet équilibre, entre guillemets équilibre, hein, il est maintenu, ben, on considère que le travail, il est fait. Sauf que toi, tu es noyé dans la masse. On ne s'intéresse pas à toi en tant qu'individu, de ce que tu veux. Tu arrives à l'école à 8h30. Tout le monde doit apprendre la même chose au même moment, avec le même prof et des élèves du même âge. Mais si je ne suis pas bien, si je suis malheureux,
Ou si je suis hyper motivé, le prof, lui, c'est pas son problème en fait. Parce qu'on a créé des groupes classes. C'est pour ça qu'on est des clones. Et qu'il y a plein de gens qui passent entre les mailles du filet parce qu'on ne les prend pas en considération. Est-ce que c'est une fatalité? Ben non, ce n'est pas une fatalité, parce que ça, on va dire que... Comment tu fais aussi? Est-ce que tu mets un prof avec chaque élève? C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Mais après, quand tu grandis et que tu comprends ça, et que tu es un petit peu autonome, eh ben, tu peux savoir ce que tu peux faire tout seul. Et là, tu n'es plus dépendant du groupe classe, tu peux te devenir indépendant, épanoui et autonome. D'accord? Parce qu'on peut critiquer le système en disant l'école elle fait ceci, l'école elle fait cela. Ouais, mais ça, ok. Mais au bout d'un moment, quand toi, aujourd'hui, il y a tout le monde, enfin la majorité des gens sont disponibles. Toutes les vidéos de tous, tu vas apprendre tout ce que tu veux, c'est disponible. Tu veux monter, démonter un avion, c'est disponible. Tu veux faire du couscous, c'est disponible. Mais vous croyez vraiment que les gens, ils lisent des livres? La plupart du temps, les gens, ils ne cherchent pas des sites pour avoir des bouquins. Avant, j'avais parlé avec des étudiants, ils me disaient, c'était des étudiants marocains, ils me disent, quand tu allais à la bibliothèque, tu trouvais un livre, le livre déjà, il était que là dans la ville, dans une bibliothèque, il fallait le réserver des semaines à l'avance. Aujourd'hui, toi, tu veux un livre, je vais dessus, je l'achète, 5 minutes après, il est dans ma boîte mail. C'est pas incroyable, ça? Et ils ont ouvert des archives dans des bibliothèques dans le monde entier. On a tout. Mais est-ce que les gens, ils lisent? La plupart, qu'est-ce qu'ils font? La vérité, il faut être honnête avec soi-même. Ils vont Netflix. Netflix. Ils vont regarder des chats avec une pelote de laine pendant 3 heures. Vous savez c'est quoi les vidéos les plus regardées sur Internet, sur YouTube? Vous savez c'est quoi? Le chat, la musculation et le maquillage. Donc si vous voulez faire une vidéo qui cartonne, vous faites une vidéo d'un chat maquillé qui fait de la muscu. Votre vidéo, vous allez avoir 1 million de vues. Mais si vous faites des vidéos sur la lecture et tout, les gens, ça ne les intéresse pas. Et pourtant, les trésors qu'il y a dans les livres, c'est incroyable. Et vous pensez quoi des livres audio? Qui c'est qui a posé la question? Les livres audio, c'est bien. C'est bien, parce que vaut mieux dans un trajet, vous êtes en voiture ou dans le train, vous écoutez un livre audio. Par contre, le livre audio, ce n'est pas de la lecture. C'est-à-dire que le système neuronal qui est mis en jeu pendant l'écoute, ce n'est pas du tout le même. Il y a une expérience qui a été menée, parce que c'est quoi le livre audio? C'est comme si vous écoutez une émission, en fait. Je vous pose une question. Quelqu'un qui écoute une émission de radio, quelqu'un de normal, d'accord? Il n'a pas un diplôme de physique nucléaire atomique, et ce n'est pas non plus quelqu'un qui ne connaît rien. Quelqu'un de normal, il écoute une émission de radio sur un sujet normal. Ce n'est pas son sujet de prédilection, et ce n'est pas le sujet le plus compliqué de l'univers. Il écoute l'émission de radio 2 semaines après. En moyenne, statistiquement, il lui reste combien de pourcentage dans la tête? 10%. Plus. Statistiquement, plus. Moins. 20. Alors pour la lecture, c'est pire. Quelqu'un qui a lu un livre, et 2 semaines après la fin de la lecture, combien il lui reste de pourcentage de sa lecture? Non. C'est moins, c'est moins. 10. Statistiquement, c'est 10. C'est pour ça qu'on leur dit, il faut prendre des notes, il y a une lecture, ce qu'on appelle, parce que là, on est dans de la lecture passive. C'est pour ça que dans la méthode, on essaie de faire en sorte que les personnes soient le plus actives possible. Mais c'est bien, on va dire. Vaut mieux écouter un livre audio que de rien écouter ou de regarder une pelote de laine avec un chat où vous écoutez. Oui? Alors attendez, est-ce que j'ai encore des trucs à vous dire? Non, bon, on a fait le tour. Donc ce que je vous conseille de faire, on va faire un dernier truc. Donc la concentration, rappelez-vous l'exercice, 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Ça, les gens qui pratiquent ça statistiquement, ils allongent leur minute d'existence. C'est-à-dire les gens qui pratiquent ça vivent plus longtemps que ceux qui ne le pratiquent pas. La concentration est meilleure, etc. Deuxième exercice, vous utilisez votre guide quand vous lisez.
Et on va faire un troisième exercice pour vous faire comprendre c'est quoi la concentration. Après, je te donne la parole. D'accord? Vous allez regarder dans cette salle et vous allez essayer d'enregistrer le maximum d'objets de couleur bleue. Ok? Voilà. Maintenant, fermez les yeux, s'il vous plaît, fermez les yeux. Donnez-moi tous les objets verts de la salle. Il y a déjà la moquette, l'écran. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle la cécité cérébrale. C'est-à-dire que ce sur quoi vous vous attardez, ça devient votre priorité, le reste, vous l'occultez. C'est pareil dans la lecture. Dans la lecture active, on met en place, il y a une façon de faire en fait, pour viser uniquement ce qu'on veut du livre, et le reste qui ne nous intéresse pas, qui ne nous servira pas, etc., délibérément, on va l'ignorer. Parce qu'en fait, la plupart des lecteurs, ils veulent tout retenir, comme moi avec mes 10 pages là. On veut tout retenir. Et vouloir tout retenir, c'est le meilleur moyen de rien retenir, de se mettre une pression et d'abandonner la lecture, ou de rêver, parce que votre cerveau est bien constitué. Hein. Quand vous l'embêtez, qu'est-ce qu'il fait? Il vous emmène à Dubaï, sans bouger de ta siège. Comme ça, tu fais des économies. Mais et après, tu dis, punaise, qu'est-ce qu'il fait là, ce personnage? Il faut que tu reviennes en arrière. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Oui, alors vas-y, tu voulais me dire quelque chose, dis-moi. Est-ce que c'est vrai que quand on lit un livre avant de dormir, pendant la nuit, notre cerveau il va travailler sur le Ça dépend en fait. Ça dépend. Parce que déjà, il faut le faire de lire un livre avant de dormir. Si tu arrives à dépasser 2 pages, c'est que tu ne payes pas encore d'impôts. Tu as de l'énergie, masha'Allah, tabarakallah. En fait, ce n'est pas le fait de lire un livre avant de dormir. En fait, c'est que tout ce que tu apprends dans ta journée, c'est consolidé pendant ton sommeil. Vous avez entendu? Il y a une étude qui a été menée dans une université au Canada. On a pris 2 groupes d'étudiants. Ce groupe-là, on leur donne un contenu à apprendre. Ce groupe-là, on leur donne un contenu à apprendre et on leur fait faire une sieste. Et on leur donne un questionnaire. Qui c'est qui a les meilleurs résultats? Ceux qui ont fait la sieste, ouais. C'est pour ça qu'en fait, tout ce que tu apprends dans ta journée, que tu lis, etc., c'est pendant ton sommeil que c'est consolidé ou que c'est évacué, en fait. D'accord? C'est la digestion. C'est comme la musculation. C'est quand est-ce que tu fabriques du muscle? La nuit quand tu dors. Et pendant la sieste aussi. Merci Son Goku. Ouais, Abdelaziz. Ouais. J'étais un peu long, excusez-moi, j'ai parlé beaucoup. Il y avait 3. Vous préconisez l'apprentissage de la lecture rapide à quel âge? Quel enfant? À la fin du CM2. Ouais, début du cycle 3. Il faut qu'en fait, l'enfant, c'est comme... il faut qu'il ait... avant de le corriger, il faut qu'il ait vu toutes les erreurs, en fait. Il faut qu'il ait appris... Parce que si on vient perturber l'apprentissage de l'école pour venir tout de suite ça peut... Chez la majorité, je parle. Il y a des enfants avec qui on peut le faire et ça va marcher très bien. Mais chez la majorité des enfants, je pense, hein, ça peut les perturber. Donc, vaut mieux attendre CM1, CM2 pour commencer à lui parler de la lecture rapide. Et plus on commence tôt, mieux on obtient des bons résultats. CM1, CM2, 6e, franchement, c'est super. 6e, 5e, c'est machallah. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, les très bons résultats que j'ai obtenus, c'est avec les collégiens 6e, 5e. Ouais. Je parle en termes de nombre. Hein. Parce que leur cerveau, il fait moins de résistance. Quand quelqu'un, pendant 40 ans, 50 ans, il a fait quelque chose, pour lui dire il faut que tu changes, c'est tellement ancré que ça peut être difficile. Mais quelqu'un qui est encore dans l'apprentissage, pour lui, c'est le prof, on apprend, c'est notre environnement, c'est plus facile à modeler. Quoi. Oui? Je voulais savoir les moments qui sont propices à deux dans la journée pour faire la lecture rapide. Alors les moments d'apprentissage humains, c'est 4h du matin, 11h du matin. Le pic d'apprentissage pour le cerveau, qui respecte ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est 4h du matin. En vérité, c'est 4h du matin, 9h du matin, c'est le pic. 9h du matin, 11h du matin,
Il y a un ralentissement, mais c'est quand même très intéressant. La période 11h du matin, 13h. En vérité, on peut apprendre 24 heures sur 24. Moi, je parle vraiment des moments privilégiés. Ok ? 11h du matin, 13h, il y a un coup de descente. Vaut mieux pas pour celui qui est très, très sujet à ça. 13h, 15h, c'est pas intéressant du tout. On a dit que c'était la sieste, de toute façon. C'est la sieste, ça dépend. Il y en a, c'est la sieste de 9h du matin jusqu'à 18h. 15h, 17h, ça remonte un petit peu. Fin d'après-midi, début de soirée, normalement, on ne travaille pas. Et bizarrement, c'est là qu'on vous donne des devoirs. Parce qu'on ne respecte pas les rythmes circadiens. On fait des clones. On bourre le mot aux gens. Et ça les fatigue. Donc voilà. Mais en réalité, après, avec tes conditions de vie, ça peut s'inverser. Il y a des gens, ils vont lire le soir. Ils vont lire le soir, pourquoi? Parce que psychologiquement, ils cherchent le calme. Et puis, surtout pour ceux qui sont des gros lecteurs, ou des gens qui aiment bien apprendre, le soir, c'est particulier, c'est magnifique. C'est une ambiance spécifique. Tu vois? C'est, voilà. Madame, oui, allez-y. Oui? Moi, c'était sur les neuroapplications. Oui? Particulièrement les 10. Est-ce que la lecture rapide, c'est quelque chose de bien pour eux? Ça va les... Parce qu'ils n'aiment pas la lecture normalement. C'est normal. Est-ce que ça va les aider ou au contraire, ça va les rebuter? Non, ça va les aider. Ça va les aider parce que c'est surtout sur l'aspect lecture globale. Comme ça, ils captent l'image du mot et le cerveau reconstitue en fait le mot. Il n'a pas besoin de s'attarder et il n'a pas besoin de mettre cette pression qu'on met dans une lecture conventionnelle. Ouais. Pour justement les 10, il vaut mieux apprendre en présentiel. Pour les formations, pour tout le monde, le présentiel, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que remplacer un être humain par une distance. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on se transmet beaucoup plus que simplement des mots et des sons. On transmet des émotions, on transmet de l'énergie. Il y a comme un flux en fait entre êtres humains. Et ça, c'est important. Et tous les apprentissages, c'est comme ça. Si vous prenez le livre de Desmurget, La fabrique du crétin digital, avant la période du Covid, toutes les initiatives universitaires de cours à distance, c'était un flop. Et il y a des universités aux États-Unis qui ont refusé de faire rentrer dans leurs statistiques les élèves qui avaient passé les cours en distance. C'est un mythe, hein, ça. On va remplacer avec l'ordinateur, tout ça. C'est ce qu'on veut, parce que économiquement, c'est bien. Il y a un avantage économique. Les gens ne se déplacent pas, ils restent chez eux, etc. On croit qu'il y a des avantages, c'est sûr. Mais en termes humains, non. Pas du tout. C'est une transmission d'être humain à être humain. Mais c'est valable pour tout. Ça peut être du piano pour celui qui aime le piano à des choses plus spirituelles. En passant par des choses très la physique, les maths, etc. Et encore, mais je dirais que pour les dyslexiques, encore plus. Parce que c'est des neuroatypiques, donc le côté humain, il vient compenser un peu l'espèce de pression qu'il y a dans l'apprentissage, parce que ça peut être vécu comme une souffrance pour eux. Et quand on a un pédagogue ou un professeur qui vient et qui motive l'élève, et qui lui dit que c'est normal s'il se trompe, que c'est pas grave, qu'il faut qu'il continue, et qu'on valorise ce qu'il arrive à faire, etc., ça va l'aider. Je confirme du coup qu'il faut faire des formations en main. Charles. Tout à fait. Oui, madame. Oui, je voulais juste demander quel genre de livre vous avez pendant les compétitions. J'ai pas entendu. Quel genre de livre vous avez pendant les compétitions pour la lecture rapide? C'est des romans. Des romans. Ouais, c'est des romans. Pas de livres techniques ou de domaines particuliers pour pas avantager certaines personnes. On donne des romans qui respectent en général le schéma narratif classique d'un écrit. C'est pas des choses innovantes ou c'est pas des trucs on piège pas les gens. Ah non, Balzac, si vous prenez un Doliprane à chaque page, c'est pas la peine là. On veut faire aimer la lecture. Balzac, non, c'est trop dense. C'est des romans plutôt modernes, sur des situations modernes. Il n'y a pas trop de choses historiques, parce que si vous prenez, par exemple, en championnat du monde 2016, celle qui a gagné, c'était une Indienne.
et le livre se passait en Inde. Et il y avait une succession des États indiens qui étaient donnés, dont pour elle, elle connaissait déjà. C'est pour ça qu'on préfère des situations de fiction, des histoires avec des héros, des trucs comme ça, où ça tout le monde connaît en fait. On est tous un peu... Comment on fait pour retenir, pour maîtriser les informations? Parce que moi, je lis justement beaucoup de livres historiques. Ouais. Et je lis très peu de romans parce que c'est intéressant en fait. Oui. Et ma difficulté, c'est de retenir en fait les dates, les personnages importants, les événements. Parce que tout, au bout d'un moment, en fait, on ne nous pas, il y a tout mélange. C'est normal. Quelle serait votre méthode? La méthode, c'est de... Vous avez une prise de notes? Je fais aussi les prises de notes, je mets les notes. Et votre prise de notes, elle est structurée? Ça veut dire que vous avez des catégories quand vous prenez des notes? Vous savez où placer vos informations? En fait, moi, c'est surtout l'information qui est importante pour moi, qu'il faut que je retienne dans tous ces livres. C'est en fait, en fonction de l'importance pour moi. C'est normal, parce que c'est ça qui fait que vous allez le retenir. En tout cas, pour moi, si je peux vous dire ce qui est faisable, c'est de mettre des catégories d'informations. Les catégories les plus simples, c'est le qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Les personnages, etc. Par contre, si vous lisez un roman historique, vous allez avoir 1 milliard de dates. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut procéder comme en géographie avec des plans. C'est-à-dire que dans un livre, il y a des dates, elles sont importantes, mais vous avez toujours des dates qui sont les plus importantes. Et en fait, il faut faire le truc qui fait le plus mal à un lecteur. Il faut sélectionner. Je sélectionne les événements, les dates, et je les mets sur les post-it, et je les mets sur le côté. Alors il y a deux choses, il y a deux types de sélection. Il y a votre sélection personnelle à vous en tant que lectrice avec votre identité, et il y a aussi l'écrivain, quand il a écrit le livre, pour lui, il y a des dates qui sont plus importantes que d'autres. Et ce n'est pas forcément ce que vous cherchez. Par contre, si vous devez faire le compte-rendu de ce livre-là, vous êtes obligé de dire que cet écrivain, pour lui, telle date est importante. Vous voyez la différence? Donc en fait, pendant les compétitions, vous n'aurez jamais un livre historique parce que c'est impossible. Si, vous pouvez avoir un livre historique. Ouais, vous pouvez, ouais. En fait, quelle est la méthode alors pour retenir justement tous ces événements-là? Nous, on utilise les cartes mentales. Et de toute manière, les dates que vous allez retenir, ça va être les dates qui reviennent. On ne va pas interroger quelqu'un sur une seule date. Bon, en fait, en vérité, on peut le faire. Mais ça va être une seule question sur les 20 pour voir si c'est comme une question piège. Mais il va y en avoir une seule question piège. Par contre, s'il y a une date qui revient souvent, on s'attend que quand même la personne, elle a capté cette date-là. Ouais. Et les choses qui se répètent, c'est normal, on va vous poser des questions dessus. Mais des fois, il y a des dates, enfin, si c'est un roman historique, on ne vous demandera pas des questions sur des dates, parce que c'est par définition, ça va être l'objet du bouquin. Mais on va demander d'autres choses, sur l'intrigue, sur les personnages, sur des lieux, etc. Sur des procédés, sur des objets, etc. Et en fait, une autre question, la lecture rapide, en fait, ne peut pas s'appliquer lorsqu'on lit un livre historique, parce qu'on est amené à faire d'autres recherches sur le côté. Si. Vous avez pour compléter tout ça? Si, vous pouvez. En fait, la lecture rapide, vous devez le considérer comme une façon de se déplacer. Quand vous savez, quand le vocabulaire ne constitue pas pour vous un problème, c'est-à-dire que vous avez le jargon, vous maîtrisez, vous pouvez très vite parcourir une page. Mais quelqu'un qui n'a pas le jargon, il va mettre moins de temps que vous. Donc la lecture rapide, c'est quoi? C'est quand vous êtes suffisamment entraîné, vous lisez un truc sur un bouquin, il faut aller chercher dans un autre livre. Mais en fait, c'est votre façon de vous déplacer. Vous allez la modifier. D'accord? للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها
حتى تضيء بشمسها أرواح.